Bonjour Mariam. Bonjour Rachid. La revue de presse avec vous, avec d'abord le retour des sinistrés. Ils sont rentrés chez eux. Oui, en effet, après cette fameuse crue, ces crues exceptionnelles, c'est le retour des familles qui regagnent progressivement leur foyer. Un retour officiellement lancé ce dimanche. Et comme on le voit, le 360 titre sur cet événement avec un très joli photo-reportage. On le voit en images, les familles évacuées entament le retour. Et dans ces images, on a bien évidemment les officiels qui raccompagnent des femmes âgées, des familles. On sent le soulagement, mais attention, l'article insiste tout de même. Le retour concerne en priorité certains quartiers et zones résidentielles spécifiques jugés désormais sûrs après le retrait des eaux. Les autorités appellent donc à la patience après la prudence. Et une fois l'émotion passée, place aux questions. Et c'est l'opinion, notre deuxième article, qui commence en pointant cette question, en pointant surtout la question concernant l'aménagement du territoire. Donc, dans l'article, il y a évidemment 3 questions qui sont posées à une experte, Leila Mendy, qui est experte surtout dans le domaine des eaux. Première question, que doit changer le Maroc pour que les pluies très fortes renforcent la sécurité hydrique et non les risques? Deuxième question, la gestion actuelle des barrages est-elle adaptée aux épisodes de météo extrême? Et troisième question, est-ce que c'est mieux d'investir dans de grandes infrastructures ou dans des solutions territoriales naturelles? Des réponses qui sont bien évidemment détaillées dans l'article et un article qui se clôture avec l'interdiction stricte des constructions en zone inondable comme recommandation. Et en parlant de construction, on arrive à notre troisième article qui lui commence par une phrase du docteur Jamel Bennouna qui lui va plus loin dans la réflexion. Il dit qu'au Maroc, on construit mais on n'urbanise pas. Donc, comment comprendre cette phrase? Dans l'article, il explique qu'il parle du fait qu'il faut mieux construire en intégrant les réalités du terrain, les crises climatiques et aussi l'histoire même des lieux, car dans ces endroits, il y a eu des drames par le passé à considérer. Il parle aussi d'un terme intéressant, l'urbanisme, l'amnésie urbanistique plutôt, qu'il considère comme le premier facteur à risque au Maroc. Il appelle donc à des infrastructures plus adaptées aux zones à risque, à des normes spécifiques, mais aussi à une meilleure maintenance pour éviter ce qu'il qualifie parfois de défaillance humaine qui aggrave les catastrophes. Et pour donc conclure sur ce retour et les questions qu'il suggère, au-delà du risque, c'est toute la manière d'habiter et d'aménager le territoire qui est interrogée avec cette série d'articles pour justement comprendre comment transformer une catastrophe en leçon durable et pratique pour l'avenir. La presse s'intéresse aussi à l'investissement de la diaspora dans leur pays d'origine. En effet, et on commence avec ce chiffre, 100 milliards de dollars, c'est ce que la diaspora africaine transfère chaque année vers le continent, c'est-à-dire un peu plus que l'aide publique au développement et parfois plus que les investissements directs à l'étranger. Bon, on n'en voit pas l'impact. Et c'est justement cette question-là d'investissement qui est questionnée par Financial Afrique qui revient, on le voit, sur 5 erreurs classiques des investisseurs de la diaspora africaine. Et ce qui est intéressant dans cet article, c'est surtout l'image. Vous le voyez avec ces 5 raisons qui sont un peu illustrées. La première qui serait cette volonté de sauver l'Afrique, alors qu'il faut plus penser rentabilité de projet. On parle aussi d'une gestion familiale des investissements qui finissent plutôt en donation. Et puis, il y a aussi ces caisses communautaires où parfois on n'arrive pas à bien comprendre où finit l'argent et comment est-ce qu'il est surtout investi. Et donc, il y a aussi les 2 autres raisons qui sont explicitées dans l'article que je vous invite à lire. Mais surtout, il conclut que la diaspora ne doit pas être considérée comme un guichet social, mais comme un investisseur stratégique. Et puis, on va sur le deuxième article, lui, de l'Express Maurice, qui apporte une nuance, on va plutôt parler d'un secteur intéressant où il faudrait plutôt investir si la diaspora ne sait pas où, c'est la santé. Et selon la Tribune Afrique, l'Africa CDC estime que le continent doit investir 20 000 milliards de dollars d'ici 2060 pour atteindre la couverture santé universelle. Donc voilà, un secteur intéressant où il faudrait investir. Et le troisième article qu'on a, lui, vient de l'Express Maurice qui lui apporte une nuance intéressante. Dans cet article, il y a des histoires humaines de cette diaspora qui veut investir, qui veut rentrer et qui doit être vue comme un capital de compétences
qui redeviendraient locales, car la question du retour se pose toujours, mais l'article répond avec une phrase qui résume beaucoup de choses. Forcer le retour, c'est sans offrir de trajectoire professionnelle, c'est surtout rapatrier des compétences dans un désert. Et puis, dernier article, lui, qui nous vient du 360 Afrique. On parle d'investissement, on parle d'économie, mais il faut surtout, on va dire, expliquer ce nouveau cadre à cette diaspora dans une économie mondiale, elle, qui bouge. On l'a vu ce week-end, la Chine a annoncé la suppression de droits de douane de plus de 53 pays. Le 360 Afrique nous explique quelles seront les retombées économiques. L'idée, c'est d'avoir un excédent, un équilibre plutôt économique avec la Chine. Et donc, ce qu'il faut comprendre de cette annonce, c'est que si l'Afrique continue à exporter principalement des matières premières, elle va rester dépendante et un personnage secondaire de l'économie mondiale. Et donc là, la diaspora peut jouer un rôle clé dans cette nouvelle étape. La presse, Mariam, se pose encore une autre question ce matin. Est-ce que la croissance veut automatiquement dire meilleures conditions de vie pour les citoyens? Alors, absolument pas, Rachid. L'article est sans appel. Elle peut même dégrader leur avenir de moitié, car il y a un chiffre que, cette fois-ci, l'infomédiaire veut nous faire retenir. C'est 51%, on le voit dans l'image. L'article qui s'appuie sur un rapport de la Banque mondiale qui explique que les revenus de pays les pays à faible revenu et intermédiaire pourraient perdre jusqu'à la moitié de leurs revenus futurs à cause de failles en santé, en éducation et en formation. C'est la moitié et c'est considérable. Le rapport précise aussi que 86 pays sur 129 ont vu leurs indicateurs de nutrition, d'apprentissage ou de compétences se détériorer sur ces 15 dernières années. Autrement dit, l'économie peut progresser pendant que le capital humain s'affaiblit. Et pour la Banque mondiale, 3 environnements sont déterminants. Le foyer, où les inégalités commencent dès la petite enfance, le quartier qui conditionne l'accès aux services et, troisièmement, le lieu du travail, où la précarité limite l'acquisition de compétences. Et on a aussi une chronique du 360, donc où Lahsen Haddad élargit un peu plus la réflexion et il écrit « La justice sociale n'est ni un supplément d'âme, ni un simple ajout moral de cosmétique ». Et pour lui, c'est devenu une véritable variable de performance économique que le capital humain. Et c'est donc un déterminant de stabilité systémique. Et donc, si on n'anticipe pas le capital humain dans les politiques publiques, eh bien, on aura des conséquences non pas au niveau social, mais aussi au niveau économique. Et enfin, pour financer ces transitions, on va passer à notre dernier article, Afrima, qui lui parle de la force du cofinancement. D'ailleurs, il y a eu un forum organisé au Maroc même par la Banque mondiale, le ministère des Finances et l'AFD. Le message est de mutualiser les ressources permettant aussi d'accélérer cet impact. Et selon l'article, depuis 2016, il y a eu plus de 2 milliards de dollars qui ont été mobilisés grâce à des mécanismes de cofinancement dans des secteurs clés comme l'énergie, la santé ou le numérique, évidemment sans oublier le capital humain. Alors peut-on parler de croissance durable si l'on ne protège pas et on ne renforce pas le capital humain? C'est la question, parce que perdre 51% de revenus futurs, ce n'est pas une projection abstraite, c'est un avertissement. Nous sommes aujourd'hui le lundi 16 février 2026. Quel autre 16 février avez-vous donc retenu dans l'histoire? Alors Rachid, je vais vous parler d'un 16 février qui va ravir les amateurs d'anecdotes historiques. Et le 16 février 1699, 2 grandes puissances se rencontrent. D'un côté, le Maroc de Moulay Ismaïl, bâtisseur de Meknès et stratège redouté. De l'autre, la France de Louis XIV, le roi Soleil en personne. Ce jour-là, l'émissaire marocain Sidi Abdallah Ben Aïcha est reçu à Versailles. Officiellement, il vient négocier un traité pour consolider les échanges commerciaux et sécuriser les routes maritimes. Mais les discours s'enlisent sans véritable point d'accord en vue. Et de cette rencontre, l'histoire va surtout retenir une anecdote. L'ambassadeur revient émerveillé par la beauté de Mademoiselle de Blois, princesse de Conti, fille du roi lui-même. Admiration sincère peut-être, ambition stratégique très certainement, car derrière l'éloge se dessine une idée audacieuse. Et si une alliance matrimoniale scellait un rapprochement entre les 2 couronnes? Demande réelle ou simple manœuvre stratégique, les sources divergent. Certains parlent d'un refus poli de Louis XIV, d'autres y voient un mythe amplifié par les récits de la cour française. Et en souvenir de cette histoire, dans le mausolée de Moulay Ismaïl à Meknès, 4 horloges comtoises
témoigne silencieusement de cet épisode. La légende raconte qu'il s'agirait de cadeaux du roi Soleil en compensation de son refus d'accorder la main de la belle Marie-Ad au sultan marocain. Et même si la vérité derrière cette proposition ne serait peut-être jamais définitivement établie, l'épisode continue de fasciner jusqu'à aujourd'hui. Alors le 16 février 1699 rappelle que la diplomatie se construit autant par des traités que de petites histoires qui traversent mieux les siècles que les parchemins scellés de cire royale. Il fallait le savoir. Merci beaucoup, Myriam Kokaïna. Merci, Rachid.